Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Macky Sall est arrivé dans le nord du pays. Première étape, Saint-Louis, où il a été accueilli en grande pompe. Le chef de l'État a ensuite fait cap sur Podor. Les détails de cette tournée en début d'édition avec nos reporters sur place. C'est la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, une occasion pour l'Union syndicale pour une éducation de qualité d'inviter l'État à l'application des objectifs de développement durable, le quatrième objectif en particulier, l'éducation de qualité. Ndamatou joue la carte de l'anticipation. La collectivité, la localité alerte déjà sur les risques d'inondation et appelle les autorités en charge de l'assainissement à réagir avant que le ciel n'ouvre ses vannes. Et pour boucler cette édition, votre rubrique article de la semaine fait place à ce focus sur l'ancien siège du PDS situé sur l'avenue Dial Diop à Colobane. Bienvenue à tous. Le président de la République a entamé sa tournée économique dans le nord du pays. Il a été accueilli par une foule nombreuse à Saint-Louis. Après une pause dans la vieille ville, Macky Sall a fait cap sur Podor. Momar Alisnian Mokhtar Seck. C'est aux environs de 12h30 que le président de la République Macky Sall est arrivé à Saint-Louis où il a été accueilli à l'entrée au croisement Gandiol par une foule nombreuse. Les différents responsables de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar en ont profité pour montrer leur capacité de mobilisation. Chacun a essayé de prêcher dans sa propre chapelle, manière de montrer sa capacité de mobilisation. Alors, la pause de Saint-Louis, parce que le président va juste faire une pause à la gouvernance de Saint-Louis où il est actuellement. Certains observateurs avertis de la scène politique pensent qu'il va peut-être profiter de cette étape de Saint-Louis pour arrondir les angles avec les différents responsables de l'APR. Parce que, comme on le sait, depuis qu'on a annoncé la date des élections locales, plusieurs candidatures ont été déclarées en ce qui concerne les élections municipales, que ce soit à Saint-Louis ou à Podor. Pour ce qui concerne Saint-Louis, on a enregistré la candidature déclarée de Mary Teuw Niane. Et d'aucuns pensent peut-être que c'est l'occasion pour le chef de l'État d'entendre les deux hommes et d'arrondir les angles pour les amener à une seule et unique candidature en ce qui concerne la mairie de Saint-Louis. Momar Alisnian, actuellement, le chef de l'État se trouve à Dimat dans le Fanaï, direction Podor. On reste dans le Fanaï, exactement, commune grenier du Sénégal. C'est bien possible, selon le maire de la localité. Aliou Gaye lance un appel pour l'aménagement de 5000 hectares cultivables dans le département de Podor. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Amagor Robertnian et Seydina Mbaye. Nous avons environ ici 5000 hectares dans le Waalo où on pouvait faire la riziculture qui ne sont pas aménageables. Et c'est une grande doléance des populations de la commune de Fanaï pour acquérir ces nouveaux aménagements. Le reste, la commune de Fanaï aussi a un dynamisme comme ces populations parce que ce sont les mêmes gens qui composent aussi le conseil municipal. Nous avons fait des résultats assez satisfaisants. Je vais vous rappeler, nous avons fait la passation de service quand moi je m'installais en 2014 sous l'arbre. Mais aujourd'hui, vous voyez le cadre dans lequel nous sommes. Nous lançons vraiment un appel solennel à son Excellence M. Macky Sall pour l'aménagement de cette terre, mais aussi pour l'amélioration des conditions des agriculteurs et des éleveurs. Et direction Bambilor, la journée mondiale contre le travail des enfants a été célébrée à travers une large sensibilisation des populations sur le maintien des enfants à l'école. L'Union syndicale pour une éducation de qualité appelle l'État à l'application des objectifs de développement durable, parmi lesquels l'éradication du travail des enfants. Babacar Seck.
La journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants a été célébrée à Bambilor par l'Union syndicale pour une éducation de qualité. Bambilor a été choisi comme zone pilote libre de tout travail et exploitation des enfants. Au-delà de notre profession d'enseignant, vous pouvez comprendre qu'il nous importe beaucoup l'avenir des enfants. Les enfants sont au cœur de notre lutte. Et notre vœu, c'est de ne voir aucun enfant laissé en rade. Parce que si l'enfant n'est pas à l'école, il est dans la rue. Et quand il est dans la rue, très souvent, on l'oblige à travailler. Le travail dont nous parlons, ce n'est pas le travail de socialisation, mais c'est le travail à but lucratif auquel les enfants sont soumis à bas âge et qui impacte non seulement sur leur éducation, sur leur santé, sur leur avenir, mais également sur le développement du pays. Il faut un renforcement de la volonté politique pour l'éradication du travail des enfants et leur maintien à l'école. Les déclarations ne suffisent pas. Et tout dernièrement, vous avez parlé de beaucoup de programmes, mais nos gouvernements, et en particulier le gouvernement du Sénégal, s'est engagé en adoptant les objectifs de développement pour de développement durable, parmi lesquels la lutte contre le travail, l'éradication du travail des enfants. C'est pourquoi nous autres syndicats, notre lutte, c'est de mettre le gouvernement face à ses responsabilités. La problématique du travail des enfants est plus criarde dans les zones périurbaines. C'est pourquoi Bambilor a été choisi pour le lancement du programme du comité de lutte contre le travail des enfants. Kolda, différents spécialistes ont été mobilisés pour apporter des soins de qualité aux Koldois de tout âge. Une initiative du mouvement Kolda Debout dirigée par Abdourahmane Doura Baldé en partenariat avec l'Organisation africaine pour le développement académique et sportif. L'activité entre dans le cadre de la recherche de solutions face aux difficultés des structures sanitaires dans la région. Le reportage de Seydou Diata. C'est la deuxième édition des journées de consultation gratuites et cette année, l'offre de services est aussi divers que variée à travers différentes spécialités. Au bout de 3 jours, près de 15 000 patients ont été enregistrés à travers les différents services, selon Ousmane Diatta, directeur des opérations de l'Organisation africaine pour le développement académique et sportif créé aux États-Unis et qui œuvre dans le social. Je n'ai jamais assisté à un flux aussi pareil d'entrée et de sortie pour la quête d'un bien. Près de 15 000 entrées et sorties, surtout au niveau du service ophtalmo, équipé de matériel très sophistiqué pour les consultations foraines. Nous avons près de 4 000 patients pour les 3 jours, avec un don d'au moins 6 000 paires de lunettes pour le dentiste, l'odonto. Nous avons près aussi de 800 patients avec des extractions, des dons de médicaments. Pour ce qui est de la gynécologie, nous avons actuellement près d'1 millier de consultations, dont 300 référés au niveau de l'hôpital régional ou du district sanitaire qui assurera la prise en charge avec une orientation assez ardue. C'est une excellente initiative. J'ai appris ça hier lorsque j'étais au mariage là, dans le cycle. Et c'est à partir de là-bas qu'on m'a parlé des consultations qui se font ici au CN. J'ai dit, mais ça c'est une bonne occasion, il faut donc en profiter parce qu'on n'a pas vraiment les vrais spécialistes. Ces journées de consultation gratuites se tiennent dans un contexte où les questions liées à l'accès aux soins de qualité occupent les débats au Fouladou, au point même de glisser sur le terrain politique. Mais pour l'initiateur Abdourahmane Doura Baldé, les priorités sont ailleurs et le sacerdoce reste le bien-être des communautés. Les populations, à un moment donné, en avaient marre de la situation sanitaire à Kolda. L'organisation de cette campagne médicale présume notre engagement à accompagner les populations pour les questions sanitaires et même d'autres questions. Parce que nous pensons que autant il est bon de faire de la politique, s'investir pour regrouper les troupes, mais faudrait-il que ces troupes-là soient en bonne santé déjà, pour qu'on puisse parler d'activités purement et simplement politiques. Après la commune, au bout de 72 heures, l'équipe s'est déployée dans le monde rural pour 3 jours de consultation gratuite.
De Kolda, nous nous rendons à Sédhiou. Une vingtaine de jeunes bénéficient d'une formation de 8 jours en animation économique, une initiative de l'ONUDU dans le cadre du projet Investissement pour de nouvelles opportunités d'emploi. La correspondance de Ousmane Demba. Formation de 8 jours à l'intention des acteurs locaux permettra de mettre en place un réseau d'animateurs capable de booster les potentialités économiques du département de Sédhiou. Des agents de développement qui ont tous les prérequis nécessaires, sélectionnés de façon objective et pertinente. La formation permettra de leur transférer une méthodologie et des outils qui leur permettent véritablement d'appuyer le conseil départemental vers une véritable politique de promotion des initiatives économiques. Depuis son indépendance, le Sénégal a connu plusieurs jalons dans la politique de décentralisation. Seulement, l'expert de l'ONUDU est convaincu que des pas restent à franchir dans le secteur de l'économie. Maintenant, de par les initiatives prises par l'État central, le territoire reprend son rôle. Les contraintes répertoriées dans les collectivités territoriales seront transformées en opportunités, explique Aboubakar Dien. Si on sait identifier une contrainte, diagnostiquer une contrainte, ça permet de trouver une solution. Responsable de la stratégie de développement d'une entreprise au niveau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou, Fansar Sirasabali Souane Diallo, l'une des participantes, s'est dit engagée à accomplir pleinement cette mission au terme de la formation. Cette formation permettra justement aux différents acteurs de pouvoir ajuster leurs interventions. Saluant l'initiative, Boubacar Wilhelm Bobiaï, président du conseil départemental, invite les populations à mieux s'en approprier. Si l'État répond à cet appel, les citoyens aussi doivent s'ouvrir de manière sincère à dire ce qui est vrai, qui permettra au conseil départemental et à l'ONUDI de pouvoir travailler sur la meilleure stratégie de notre département. Financé avec l'appui de la coopération allemande, ce projet est exécuté dans 9 collectivités territoriales des régions du sud du pays. L'objectif est de renforcer les potentialités et promouvoir la création d'emplois et de recherche pour les jeunes et les femmes. L'imminence de l'hivernage ôte le sommeil à Namatou. Les jeunes de la localité s'activent pour préparer la saison des pluies qui mène à certaines concessions. Et pour éviter d'éventuelles inondations, les habitants de Namatou invitent les autorités en charge de l'assainissement à réagir avant la tombée des premières pluies. Correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofay. Touba Namatou. L'approche de l'hivernage hante la quiétude des habitants de cette localité qui ont d'ailleurs initié une opération de nettoiement pour faciliter l'évacuation des eaux usées. Une occasion pour les jeunes de Ndamatou d'inviter les autorités à réagir face à d'éventuelles inondations. Gis nañ ne que nawet bi daanaka ñu ngi ci biir ndax tey rek daanaka ci guddi gi xaw na wiccal fii ci Touba. C'est bientôt l'hivernage. Hier nuit, nous avons même enregistré quelques pluies et nous ne voulons pas vivre le syndrome de l'année dernière. Ici, chaque saison des pluies, des familles entières quittent leur foyer et c'est tout simplement dû aux inondations. Nous interpellons donc les autorités car Ndamatou souffre de nombreux maux. Ñu génn gën laa bëgg liggéey bi kon nag ñu ngi leen di woo ñoom autorités yi rawatina njiitu réew mi président de la République Macky Sall. Des eaux usées qui rendent également l'accès difficile des malades à l'hôpital de Ndamatou. corniche bàyyi ni hôpital Ndamatou bàyyi ni tey ambulance yu bëree bëri di sëf doomi aadama yi ay jigéen yi nga xam ne tey ñooy suñu yaay bu mettee ñoom la woon bu neexee tamit kon ñoom la war a doon dañuy bëgg a dem fii pour am. Nous sommes en plein centre-ville et pourtant les ambulanciers de l'hôpital Ndamatou rencontrent beaucoup de problèmes sur cet axe. Les malades en souffrent aussi. Ça nous arrive parfois de se lever en pleine nuit pour donner un coup de main aux chauffeurs qui tombent en panne ici. xane nag ñoom nga fi yabal ñu dikk ne dañuy vérifier sànc duñ agsi fii buñ dikkee dañ lay wan loo xam ne nekkut ak fii fi ñu war a defar dëgg mooy fii. Très remontés, les jeunes de Ndamatou alertent l'opinion et mettent en garde les politiciens. Politiciens yi nga xam ne ñoo ngi fi ñëw nag ñoo ngi leen di wax ne tey dina dakk fii bépp politicien bu fi ñëwati indi sa média waaw bépp politicien boo xam ne ñëwati nga fi indi. Dorénavant, nous ne voulons plus ici la visite des politiciens car ils viennent ici pour leurs propres intérêts et désormais cela va cesser. Nous sommes des jeunes et nous pouvons entretenir notre quartier. indi sa média fay sa xaalis caméra fii yóbbu ko nawet bi nga ñëw taa mu taa metti nga caméra ko yóbbu ko Macky Sall jox la ay milliards nga lekk loolu mooy jeex. À un pas de la saison des pluies, certains quartiers de Touba risquent encore le pire avec les travaux d'assainissement inachevés qui menacent certaines concessions.
Une journée de sensibilisation et de massification. Touba Tchakanam ouvre grandement ses portes à Dakar avec Bissoup Sornaï, une grande manifestation pour lancer la nationalisation de l'organisation. Plus de détails avec Alpha Amadou Thiam, membre du bureau de coordination de Touba Tchakanam. Voilà, vous savez que Touba Tchakanam, depuis des années, est en train de faire une campagne de massification. Alors Dakar, elle se trouve être stratégique pour nous. Parce que ça fait 2 ans qu'on est en train de collecter ici de l'argent, mais vraiment on voulait maintenant que Dakar soit aujourd'hui en tant que capitale du Sénégal pour que la collecte à Dakar soit constante. Alors on a vu aussi que parmi les collecteurs, les femmes occupent une place très importante. Alors nous avions pensé à dédier cette journée aux femmes de Touba Tchakanam et plus particulièrement aux grandes collectrices. Voilà, parce que Dakar aujourd'hui, comme quoi qu'on puisse dire, regorge aujourd'hui des talibés mouliques, vraiment qui aujourd'hui peut-être ne savent pas exactement d'où contribuer. Alors c'est aujourd'hui le but, après cette journée, pour continuer cette campagne de massification, au moins que dans tous les coins de la capitale sénégalaise, au moins les gens savent où contribuer à Touba Tchakanam, alors et continuer la massification. D'ailleurs, nous avons mis en place une organisation à Dakar, que cette organisation va permettre après, dans chaque localité, il y a un coordinateur. Donc ces coordinateurs vont être aussi présentés pour que les gens peuvent contribuer sans pour autant avoir beaucoup de difficultés. Nous faisons appel à tout le monde, que chacun vienne, malgré toutes les réalisations qu'on a dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éclairage public, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'assainissement, mais ça reste beaucoup à faire. Alors, nous faisons appel à tout le monde à venir adhérer à Touba Tchakanam. Les mouvements de défense du littoral de Guédiawaye s'érigent en bouclier contre le décret de déclassification du littoral. Ces acteurs de l'environnement disent porter le combat devant la justice pour annuler le décret. Mamadou Lamine Fati. Le collectif de défense du littoral de Guédiawaye, l'Alliance des écologistes du Sénégal, en ordre de bataille pour la sauvegarde de la côte ouest de Guédiawaye. Les acteurs de l'environnement veulent attaquer le décret de déclassification du littoral de Guédiawaye. Tout simplement, depuis plus d'une dizaine d'années, nous remarquons des bâtiments au niveau de cette filade de manière illégale. Illégale, parce que tout simplement c'était une zone protégée, ça veut dire classée. Et si aujourd'hui le président Macky Sall approuve cet acte, c'est qu'il approuve aujourd'hui une forfaiture d'une bande oligarchique de prédateurs fonciers à Guédiawaye. Et qu'aujourd'hui Macky Sall, le président de l'Europe, vient confirmer en adoptant ce décret, qui est un décret que nous contestons et que nous continuerons à contester et que nous prendrons toutes les mesures légales pour attaquer ce décret. Pour les écologistes, le président doit attendre l'avis des spécialistes pour sauver ce qui reste de peu du littoral. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais il s'agit de mettre en avant donc l'expertise technique. C'est cette expertise-là et aussi tout ce qui est étude de vulnérabilité. C'est au sortir de cette étude de vulnérabilité-là qu'on saura si, par exemple, c'est une zone qui est vulnérable. Nous demandons au président de la République de retirer donc, ce décret. Et donc, s'il s'avère, parce qu'aujourd'hui, on est à Dakar, qui est une presqu'île. Donc, la presqu'île de Dakar fait 550 km². Et aujourd'hui, il y a des travaux en dur donc, qui sont en train d'être réalisés aussi bien sur la corniche est, corniche ouest et Gorée. Et pour qui sait ce qui est une dynamique marine et la force des vagues, on peut avoir des répercussions donc, voilà, de ces ouvrages-là. Et donc c'est le lieu de mettre en avant tout ce qui est expertise technique, études de vulnérabilité. Et au sortir donc, de ces études-là, on pourra vraiment peut-être nous prononcer et voir quelle orientation il faudrait mettre. La déclassification du littoral par le président de la République n'est pas donc du goût des défenseurs de la nature. Dans les jours à venir, ils vont saisir la Cour suprême, disent-ils. Dans cette affaire, les habitants sont divisés sur la question. Et direction Sandiara, un centre commercial international va bientôt sortir de terre grâce au concours de la Caisse de dépôt et de consignation et d'un privé. Ce centre commercial abritera un forat d'une capacité de 1000 bovins. Le compte-rendu de Muntagakan. Après avoir visité le port sec et quelques usines en construction, la délégation s'est rendue au site destiné au centre commercial d'envergure internationale. En lieu et place du marché hebdomadaire de bétail, un forail moderne de 1000 bovins va bientôt voir le jour.
Et ce qui nous manquait, c'est le secteur tertiaire. Ce secteur tertiaire maintenant, aujourd'hui, va pouvoir se développer avec le marché de Sandiara d'abord, le foirail, comme on vous l'a dit, pour 1000 bovins. Également un foirail où il y aura un marché de viande, un abattoir bien sûr. Il y aura également, comme on vous l'a dit, un marché de fruits et de légumes, mais aussi un marché international d'animaux vivants. Ce marché devra générer 1000 emplois. Ce marché va permettre à 1000 femmes, à 1000 jeunes hommes, à des commerçants, mais aussi à des éleveurs de travailler, de gagner leur vie. Un comité de réflexion sur la faisabilité du projet est déjà à pied d'œuvre, nous dit Cheikh Tidiane Ba, le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Nous allons mettre en place un comité qui va réfléchir justement sur tout le projet. Effectivement, il faut de l'ingénierie financière, il faut de la technique. Donc, nous sommes d'ailleurs accompagnés par notre bureau d'études CACO, qui va accompagner la commune dans la réalisation de ces marchés. Avec ses 45 milliards d'investissements, sa zone industrielle et ses 32 usines, Sandiara devra impulser une véritable dynamique de développement sans précédent dans quelques années. La rubrique portrait du jour à présent. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mamie. Elle est la première femme à avoir mis sur pied une entreprise de gratuité partielle, autrement appelée GP. Elle livre des colis dans différents continents. Une activité pas de tout repos, mais Mamie en a conscience. Son portrait est signé Abdourahmane Li. Elle y avait cru et l'a fait. L'objectif était de quitter son pays d'accueil. Elle s'était rendue au Canada pour poursuivre ses études. Quelques mois après avoir terminé, c'est le soleil de l'Afrique occidentale qui lui manque. Commence alors un processus de retour au bercail. Premier pas, mettre sur pied son entreprise de GP. Décembre 2014, c'est le début d'une longue histoire. À ce moment-là, vu qu'il y avait beaucoup de demandes, je me suis dit pourquoi pas m'investir là-dedans, sachant que j'avais fini mes études. Donc nous avions fait le premier voyage en fin 2014, décembre 2014 plus précisément. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'était parti quoi. Vu qu'il y en avait juste un, autant être le deuxième. Une nouvelle expérience commence. Cela dit, Mamie dépose son baluchon sur un terrain loin d'être méconnu. Pour avoir eu affaire auparavant avec le premier GP de la zone américaine, elle se fixe alors comme objectif de suivre ses pas dans cette région du monde peu fréquentée par ses désormais nouveaux collègues. L'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, Londres. Bien vrai que nous faisons également la sous-région et l'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne et des fois la France, pas tout le temps quand même, parce que c'est une zone assez saturée. Il y a beaucoup de GP à Paris, donc nous faisons plus ces destinations-là. Un métier risqué, Madame Diallo en a bien conscience. D'ailleurs, pour se protéger ses clients, elle s'assure de la légalité de tous les colis par la vérification. Nous vérifions tous les colis. Non seulement nous vérifions tous les colis, mais je pense, si je ne m'abuse, nous faisons partie des premiers à prendre des colis en demandant les pièces d'identité des destinataires et des expéditeurs. Ce qui nous permet d'avoir une traçabilité de la personne qui a déposé le bagage. Et lors du dépôt des bagages, lors de la réception, autant pour moi, le destinataire est obligé d'apporter une pièce d'identité pour qu'on puisse lui donner son colis. Des livreurs pas du tout à l'abri de micmacs des trafiquants, mais aussi de retard ou de perte de colis. Des fois, nous travaillons avec une compagnie aérienne qui effectue nos départs par cargo. À ce moment-là, ce qui est sûr, le checking au niveau de la douane est plus sévère. Donc, s'ils se rendent compte que ce produit ne peut pas entrer dans le pays, ils le jettent. Donc, nous avons été confrontés à ce genre de situation. Sinon, il y a carrément des pertes de colis. Lorsque c'est nous qui sommes la cause de cette perte, ce qui est sûr, on rembourse.
Mais si c'est la compagnie aérienne ou la douane, malheureusement, c'est à leur niveau et il y a un processus pour le remboursement. D'un problème pressant qu'elle a voulu régler, le métier de GP est devenu aujourd'hui pour Mamie une passion. Une passion qu'elle partage avec des partenaires d'ici et d'ailleurs pour la satisfaction de sa clientèle, la livraison au bon moment et au bon endroit. Le PDS vient de perdre son administrateur général, Abdoulaye Faye, qui connaissait bien l'ancien siège du Parti démocratique sénégalais situé sur l'avenue Dial Diop à Colobane. Le quotidien national Le Soleil, dans l'une de ses parutions, a fait un focus sur cette permanence qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Sénégalais. Pour notre confrère Oumar Kandé, c'est le marqueur du SOPI qui est en ruine. Les détails dans votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine avec El Hadj Malik Cissé et Moussa Fall. L'ancien siège du PDS à Colobane est dans un état de délabrement très avancé. Le quotidien national Le Soleil s'est intéressé à ce sujet. L'Astre de Anne parle d'un marqueur du SOPI en ruine. C'est pour offrir aux lecteurs du Soleil vraiment d'autres angles de traitement, mais aussi on a réfléchi dans le cadre du service politique international avec mon chef de service Ali Diouf. C'est ainsi qu'on a décidé de faire ce reportage pour vraiment permettre aux Sénégalais, même aux jeunes, ce qui m'a étonné, il y a des gens qui ont 30 ans mais qui ne savaient pas que la première permanence du PDS, c'était là-bas. Ouais. Et il faut aussi noter que la toute première permanence du PDS, c'était à la rue de Denain, en ville. Mais peut-être qu'ils ont fait quelques mois là-bas avant de s'installer au boulevard Dial Diop, à côté de la mythique place de l'Obélisque. Voilà. Mais beaucoup de Sénégalais, beaucoup de jeunes ne savaient pas que la première permanence du PDS se trouvait là-bas. Et à notre avis, c'était intéressant de faire ce reportage pour que les jeunes, les moins jeunes aussi, puissent savoir ce qu'il en était. Et la déception de mon confrère est grande. Les principales entrées de l'édifice aux portes rouillées sont désormais cadenassées. J'avoue que j'ai été déçu, comme les gens que j'ai interrogés, parce que si on va sur place, ce qu'on constate, c'est vraiment un bâtiment en état de délabrement avancé, un bâtiment vraiment qui menace ruine, il faut le dire. Vraiment, il n'y a plus rien. C'est un bâtiment R+1, mais il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de fenêtres. Les balcons s'affaissent de temps en temps. Le bâtiment vraiment est en état de délabrement avancé, il menace ruine. Il est squatté par des mécaniciens tout autour. C'est vraiment déplorable, à mon avis, de constater que ce qui fit vraiment la première permanence du PDS, le principal parti de l'opposition du régime socialiste, c'est devenu vraiment un bâtiment en ruine. C'est la décadence d'un lieu historique, parce que elle dit qu'elle était sur place bien avant que le PDS ne vienne, bien avant que le président Abdoulaye Wade n'acquiert le site. Mais elle regrette de constater actuellement l'état de délabrement avancé. Elle a lancé même un appel, comme l'ensemble des gens que j'ai interrogés. Vraiment, ils ont lancé un appel pour que les collectivités territoriales, voire les gens du PDS, même l'État, pour que vraiment ces gens prennent en charge ce bâtiment qui est quand même historique, qui est important pour la démocratie sénégalaise. Les riverains qui se sont confiés à mon confrère regrettent l'inertie de la mairie et des autorités du PDS face à la décadence d'un lieu historique. Pour plusieurs raisons, parce que certains disent que le lieu c'est un... Comment on l'appelle? C'est une adresse, Parce que même eux, quand certains veulent se repérer, il suffit de dire, j'habite à côté de l'ancienne permanence du PDS, et c'est vraiment une adresse connue de beaucoup de Dakarois, en tout cas. Pour l'autre raison aussi, c'est que le bâtiment menace ruine, et c'est devenu même un danger pour les gens qui le squattent, mais aussi pour les gens qui sont à côté. Pour toutes ces raisons, en plus du fait que le PDS est quand même un parti important qui a contribué à la démocratie sénégalaise, notamment dans l'opposition, 26 ans d'opposition avec le président Abdoulaye Wade. Pour toutes ces raisons, les riverains veulent vraiment qu'on réhabilite le bâtiment. Donc on dit même que pourquoi ne pas en faire
un musée politique, quoi, voilà, pour permettre à la jeune génération de découvrir voilà, ce que fit cette permanence. Hassan Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, évoque un symbole des luttes démocratiques. Hassan Ba, parce que lui, il dit qu'il a accepté sa première carte de membre du PDS en 1975. Il était encore étudiant, quoi. Donc il a vécu cette période, quoi. Et comme il a dit, ce lieu était vraiment le lieu de convergence de tous les combattants, quoi, de l'opposition sénégalaise d'alors. Voilà, beaucoup de Sénégalais se retrouvaient sur place pour peaufiner des stratégies pour se battre, mais aussi pour défendre la démocratie sénégalaise. Et c'est à partir de ce lieu, ce qui est vraiment important, que des stratégies ont été élaborées pour mener à la première alternance politique du Sénégal en mars 2000. Le nom de ce siège est lié à jamais au président Wade et à la démocratie sénégalaise. Et il faut le réhabiliter pour la postérité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. On se retrouve demain pour un autre 19h45. Ce soir à suivre Fouré Omitol avec Naïma Remgay. Bonne soirée à vous.